Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, comme promis, et vous savez que quand je dis les choses, je mets du temps, mais je le fais, je vous présente Le Patient Cannibale, donc ce livre de Nathalie von Zelowitz, que j'ai lu, évidemment. Donc aujourd'hui, il s'agira d'une étude de cas d'un cannibale français. Je me suis beaucoup interrogée parce que la psychologue psychanalyste qui a écrit ce livre et qui parle en fait d'un patient qu'elle a eu, qui est donc incarcéré, évidemment, puisqu'il a mangé quelqu'un, enfin voilà, enfin un organe. Elle, son éthique, ça a été, et elle nous le dit dans le livre, elle a changé son prénom, elle a changé les lieux, elle a changé l'organe, elle a changé différents petits détails qui concernent uniquement les faits. En revanche, sur les réactions de ce patient qu'elle appelle Bernard, ce qui laisse passer de ses souvenirs, des traces, elle est restée fidèle aux séances qu'elle a eues avec lui pendant plus de 10 ans. Donc je vais respecter son éthique. Je ne vais donc pas vous révéler son vrai nom, même si je sais, j'ai déjà vu dans un commentaire sur ma chaîne que quelqu'un savait que ça ne se déroulait pas à Strasbourg mais ailleurs. Donc elle situe les faits commis par Bernard à Strasbourg dans un foyer de personnes qui dorment dehors, en fait, qui sont hébergées. Et donc, en fait, il se serait disputé avec le colocataire de la chambre qu'il occupait dans ce foyer. Vous savez, les hébergements qui durent quelques nuits, voilà. Et il aurait, oui, ce qu'elle retranscrit, c'est qu'il a tué son colocataire pour un mauvais regard qu'il lui aurait lancé, et il aurait mangé son cœur. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer sur la couverture, il s'agit bien d'un cœur et non pas d'un autre organe. Donc, le dit Bernard, voilà. Je vais vous parler de ça parce que l'étude de cas d'un cannibale français, on n'en a pas beaucoup des cannibales français. On en a recensé une quinzaine, dont 10 sont toujours actuellement en prison. Un est en fuite près de Toulouse. Je salue les Toulousains. Ce sont des gens qui sont généralement emprisonnés, mais parfois en UMD, en unité de malades difficiles, c'est-à-dire en psychiatrie, dans des services complètement fermés, avec des services comme une prison, quoi, hein, mais des services de psychiatrie. Là, elle suit Bernard dans une prison très particulière. C'est un pénitencier, je vais vous le dire comme ça, qui a une ascendance du département psychiatrie sur lui. C'est-à-dire qu'il y a des psychiatres, des psychologues, des infirmiers psy, donc il y a à la fois la détention au sens... alors par contre, elle dit la vérité, hein, il est incarcéré à Château-Thierry, dans le nord de la France, à 1 heure de Paris à peu près. Elle travaille là-bas, et
il y a donc les matons, hein, comme on les appelle, voilà, les surveillants pénitentiaires. Dans cette prison, il y a soit des gens qui sont à abolition partielle, soit du discernement, soit jugés coupables, plein pot, quoi, de leurs faits. Alors, il faut quand même savoir que les cannibales sont généralement... Alors, quand on pense cannibale, on pense tueur en série, bien sûr. Mais il y a souvent un trait schizoïde, c'est-à-dire un trait psychotique qui tire sur la schizophrénie. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui sont envahis de délires, des délires, parfois des voix, ou des hallucinations visuelles. Ils croient voir le diable, ou le diable leur dit de faire ça, et ils en arrivent là. Bernard explique qu'il a cru voir le diable dans les yeux de son colocataire et que c'est pour ça qu'il l'a tué et que finalement il a mangé son cœur pour savoir quel goût avait ce colocataire, quel goût avait la mort, hein, un petit peu. Alors on se pose la question, enfin vous devez vous poser la question, d'où ça vient, comment un être humain peut devenir cannibale. Alors, il y a deux choses. Il y a l'anthropophagie qu'on utilise pour dire qu'un être humain mange un de ses semblables, mais dans quelque chose de presque rituel, des choses qu'on avait découvertes dans des tribus amérindiennes en Amazonie, dans d'autres tribus en Afrique. Vous savez, on mange le cœur ou un autre organe d'un homme qu'on a pu vaincre pour prendre sa force. Vous voyez, et là, c'est la tribu qui fait ça. Et alors après, le cannibale, c'est souvent une personne isolée, en fait, qui ressemble plus à un tueur en série. Une fois qu'il a commencé à goûter à ça, il ne va pas s'arrêter. Bernard a été arrêté. Il est évident que ce qui est sous-jacent à tout acte cannibale comme celui-là, c'est des pulsions sexuelles. Alors je ne vais pas dire contrariées parce que je pense que vous n'allez pas suivre, mais des pulsions sexuelles qui sont perverses. Il y a de la perversion sexuelle quand même dans cet acte de manger. Vous allez me dire, mais alors, quand on mange un organe humain, elle est où la pulsion sexuelle? Est-ce qu'il a joui au niveau sexuel? Est-ce qu'il a eu une érection? Vous devez vous poser ces questions. Non, on ne parle pas de cette jouissance sexuelle-là. On parle de la jouissance sexuelle au niveau des signifiants, au niveau du symbolique. Il faut que vous compreniez bien qu'au niveau symbolique, et je vous ai fait la semaine dernière une vidéo sur Lacan avec le réel, le symbolique et l'imaginaire, tout ce qui est symbolique est ce qui engendre finalement la jouissance, hein, puisque le signifiant engendre la jouissance et en même temps c'est ce qui vient l'arrêter. Sauf que là, dans le cas de Bernard, rien ne vient l'empêcher. Il n'y a pas de surmoi qui à un moment donné vient faire barrière et dire arrête, tu vas trop loin, tu es hors la loi. Alors oui, la loi évidemment des hommes, mais la justice, mais hors la loi dans le sens des trois tabous
effectivement de la société humaine, de la civilisation, qui sont, je le rappelle, j'avais fait une vidéo sur les 3 tabous qui avait bien marché, j'étais contente. Donc les 3 tabous sont le cannibalisme, l'inceste et le meurtre. Dans le meurtre, on peut inclure le parricide, bien sûr. Puisqu'on tue plus souvent son père que sa mère, mais bon, c'est une blague de psychiatre. Alors, pour en revenir à ce symbolique et cette perversion sexuelle, vous voyez, je garde le fil quand même, on est effectivement dans les états limites de toute façon, tout ce qui est borderline, donc on n'est ni dans la névrose, ni dans la psychose, on n'y est pas de plein pied en tout cas. On a des traits psychotiques, de type schizoïde, mais on est vraiment là dans ce qu'on appelle, donc je vous avais fait une vidéo sur les psychopathes, donc on est dans la psychopathie effectivement. Bernard a été arrêté évidemment à son premier passage à l'acte cannibale, mais ce que vous devez savoir, c'est que Bernard a tout fait pendant des années pour avertir et alerter toutes les autorités qui pouvaient l'aider à ne pas passer à l'acte. Il en a parlé, il était suivi en fait déjà pour des actes de délinquance, voilà. Il a alerté le juge, il a dit attention, je suis dangereux, je vais manger quelqu'un. Il a alerté le procureur, il lui a écrit, il a été voir la police nationale en leur disant attention, pareil. Il a été voir le psychiatre qui le suivait, il ne s'est rien passé. Et alors le pompon, il a été voir les gendarmes. Et les gendarmes, vous savez ce qu'ils lui ont répondu? Non mais je ne sais pas qui sont les 2 personnes qui occupent ces postes actuellement et qui ont pu répondre ça. Ils lui ont dit on s'occupera de vous quand vous l'aurez fait. Donc tout va bien. Je vous dis que je vais tuer quelqu'un et le becter, mais non, il se passe rien. Bon, il s'est passé et ils sont occupés de lui, vous voyez, comme quoi. Mais c'est quoi ces réponses de l'autorité? Enfin bon. Donc, revenons à nos moutons. Donc, il a essayé d'alerter sur sa dangerosité, c'est-à-dire qu'il la sentait. C'est assez rare qu'un psychopathe alerte les autorités. En général, les psychopathes commettent avec beaucoup d'intelligence leurs coups et ils tuent et ils essayent de s'en sortir, coûte que coûte. Lui, malgré tout, n'a pas cherché à fuir. Bon, il s'est fait coincer parce qu'il était déjà dans une espèce d'institution. Il a tout fait en tout cas pour ne pas passer ce cap. Alors, vous vous demandez peut-être, mais d'où ça vient ça, en fait? Il faut savoir que Bernard a eu une enfance très difficile. Il a été un enfant placé quand il était bébé. Et oui, je sais que la phrase enfance très difficile, ça doit vous agacer, mais écoutez jusqu'au bout.
Il a été placé enfant, donc il n'a jamais connu sa mère, il n'a jamais connu son père. Il a été placé dans une famille assez banale, une maman aimante, enfin une maman adoptante aimante, mais qui ne l'écoutait pas vraiment, vous voyez. Un papa aimant, mais qui ne lui accordait que très peu de temps. Il s'occupait de ses loisirs à lui et il donnait peu de temps à Bernard. Donc un enfant finalement assez seul et très peu considéré par ces deux personnes qui jouent le rôle de parents, d'éducateurs, hein, c'est important. Et comme on va remonter plus loin, comme il y a eu ce problème quand il était bébé, c'est-à-dire qu'on l'a placé à l'aide sociale à l'enfance, hein. À l'époque, c'était la DAS, puis la DRAS, puis l'ASE aujourd'hui. Comme il y a eu ces problèmes finalement d'abandon, de séparation avec le corps de la mère, et ça s'est passé à un moment très précoce, vidéo sur les stades pulsionnels de l'enfant, un stade très précoce où à ce stade on est au stade de la pulsion orale. Mais on est... alors la pulsion orale, vous savez, c'est la pulsion, la tétée. Hein. C'est là où on se nourrit. C'est le premier stade après la naissance. L'enfant se nourrit. D'ailleurs, il fait que ça. Il ne parle pas, il ne marche pas, mais il se nourrit. Vient après le stade oral, le stade sadique oral, hein, c'est-à-dire le bébé commence à avoir les dents qui poussent et donc il mordit le téton de la maman ou le téton du biberon, je sais pas si on dit le téton, la tétine, ah oui. Le téton du biberon, mais je vous jure. Excusez-moi, la batterie a coupé. Donc je vous disais au stade sadique oral, il s'agit des dents qui poussent, il s'agit donc de la morsure, de la dévoration. Donc le bébé fantasme, hallucine dévorer sa mère. Hein, ça c'est tout ce qui est pulsionnel chez le bébé. En même temps qu'il a l'angoisse d'être dévoré par elle. Et si cette période de la très petite enfance, là on parle de nourrisson, se passe mal, dans le cas de Bernard il y a eu abandon, effectivement le stade sadique oral peut se transformer à l'âge adulte, en tout cas dans le cas de Bernard, en cannibalisme. Il faut savoir qu'il avait déjà des pulsions sadiques sur sa compagne, qu'il se plaisait à torturer avec son consentement. Elle était consentante, mais donc des relations sexuelles sadomaso, plus sado que maso le concernant, mais voilà. Donc il y a cette volonté, et c'est là où on retrouve un peu le psychopathe, il y a cette volonté quand même de faire du mal. Vous voyez ? Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'au bout de ces 10 ans de psychothérapie, psychanalyse, avec la psychologue de la prison de Château-Thierry, Bernard a quand même été de plus en plus dans l'élaboration lors des séances. Et élaborer, ça veut dire beaucoup plus échanger des signifiants, c'est-à-dire des phrases et des mots qui ont un sens inconscient pour lui, qui révèlent du désir. Donc c'est très intéressant, c'est le matériau du psychanalyste. D'ailleurs, quel est le matériau du psychanalyste? C'est la prochaine vidéo.
et il a pu donc élaborer de plus en plus, ayant passé la première résistance assez rapidement d'ailleurs. Il a pu dessiner, peindre, il a fait plein d'activités. Il a même fini par dire à Nathalie Vonzelowitz donc qu'il ne comptait plus manger qui que ce soit désormais. Est-ce que pour autant ça mérite qu'on le remette en liberté? Je ne sais pas. Là, par contre, je ne peux pas me positionner. Moi, ma position, elle va rester vraiment au niveau de la psychanalyse, au niveau de la psychopathologie, c'est-à-dire les domaines d'expertise qui m'intéressent. Je ne peux pas anticiper, je ne pourrais pas signer un agrément pour qu'il sorte, qu'il retrouve sa liberté, déjà parce que je ne l'ai pas rencontré, et puis même si je l'avais rencontré et suivi, même si j'étais dans sa position à elle, je ne sais pas ce qu'elle en penserait. Heureusement, ce ne sont pas les psys qui décident. Toutes ces affaires-là, c'est le parquet, hein, les procureurs et les juges et les assesseurs qui s'en occupent. C'est une responsabilité de moi. Les psys ont déjà une responsabilité quand il s'agit des institutions psychiatriques, mais là, ou de l'hôpital, mais là, c'est vrai que je suis un peu embêté quand même, un petit peu embêté. Le livre se termine effectivement sur un ton plutôt positif. On se dit, après tout ce qu'il a traversé, après tout qu'il a fait subir à son prochain, malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme ça puisse se retrouver dehors? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas d'idée en tant que citoyenne là-dessus, ni en tant que psy. Vraiment, j'ai une idée. Je suis vraiment, par sécurité, gardons-le, enfermé. Et si on a vraiment des garanties, alors quelles garanties? Bon, enfin bon, je sais pas. Je sais pas. Parfois la prison à vie est utile et d'autres fois ça ne sert à rien de garder des gens qui ne récidiveront pas. Mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, s'il y a récidive, c'est pas du vol à l'arraché, hein, c'est voilà. Donc je vous laisse sur ces quelques mots, cette réflexion un petit peu que j'ai. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous referai une vidéo où je parle de ce livre, de cette étude de cas, de façon un peu plus approfondie, mais déjà on a évoqué les grands traits psychopathologiques, psychanalytiques et l'anamnèse, hein, son historique un peu à lui. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce. Si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous, pardon, je suis n'importe quoi. Vous savez, moi tous les dimanches il y a une vidéo psychanalyse qui sort, et tous les lundis et jeudis une vidéo make-up. Si vous n'aimez pas le make-up, vous pouvez ne regarder que les vidéos psychanalyse, hein. Si vous aimez les deux, ben regardez tout. Mais voilà, j'ai fait cette chaîne de façon à ce que on puisse venir y piocher et quelque chose d'intelligent, d'intelligible surtout, qui fait réfléchir, qui est intéressant, donc la psychanalyse, et un côté divertissant qu'est le make-up, parce qu'avec le maquillage on fait rien d'autre que s'amuser. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rebecca Pimpant.